Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Donc nous allons voir maintenant la diffusion de rayonnement par un cristal. Alors quand on a un cristal qui est constitué d'atomes, un rayonnement incident qui va frapper le cristal, ce rayonnement va interagir avec les atomes. Le rayonnement va être diffusé par chaque atome, mais cela ne se produit que si la longueur d'onde est ni trop grande ni trop petite. Si la longueur d'onde est beaucoup trop grande, l'onde va passer sans pratiquement être perturbée par l'atome. Un peu comme une grande vague qui traverse une plage où il y a un petit piquet. De même, si la longueur d'onde est trop petite, l'onde va être simplement percuter l'atome et par exemple éjecter un de ses électrons. Donc ça se produit typiquement, cette diffusion par l'atome, lorsque la longueur d'onde est de l'ordre de la taille de l'atome, c'est-à-dire environ 1 angstrom. Et ça, on est dans le domaine des rayons X. Donc les rayons X vont être diffusés par les atomes du cristal. On peut aussi employer des faisceaux d'électrons et de neutrons, en considérant ici leurs propriétés ondulatoires, bien entendu, et avec une énergie appropriée pour avoir à peu près cette longueur d'onde. Ça peut se faire, par exemple, si on étudie des cristaux particulièrement opaques aux rayons X, comme les métaux. La théorie de cette diffusion a été écrite en 1912 déjà, donc il y a plus d'un siècle, par Von Lowe. Supposons qu'on ait une onde plane de nombre d'ondes k, qui est un vecteur, avec une direction et une certaine grandeur, qui est donnée par 2π divisé par la longueur d'onde. Alors l'onde prend typiquement la forme ER est égal à E0, une constante, fois exponentielle I oméga t moins KR, où oméga est la pulsation, T et R sont le temps et la position pour les différents points de l'espace. Pour une onde comme les rayons X, on a un champ électrique et un champ magnétique. Le ER est typiquement le champ électrique, car c'est lui qui interagit le plus avec l'atome, à cause de la charge électrique des électrons qui entourent l'atome. Si on a un atome isolé et qu'on a une telle onde plane qui s'amène sur l'atome va diffuser une onde sphérique dans toutes les directions de l'espace avec la même pulsation oméga. On obtient donc une onde petit e de R, position, égale E0 sur R, la division par R est due au fait que c'est une onde sphérique, son intensité diminue comme le carré de la distance et donc l'amplitude diminue comme R, fois EI oméga t moins KR, avec la position, fois F de K' fois E exposant exposant K moins K' petit r. Je ne vous démontre pas ce facteur-là, c'est pas très important. On note typiquement ceci, K moins K' delta K. K' étant la direction de diffusion, moins K', donc la direction de diffusion de l'onde, et ceci est appelé facteur de diffusion. Alors, il dépend de la nature de l'atome, mais il dépend également de la direction, parce que les atomes ne sont pas toujours bien sphériques comme l'atome d'hydrogène dans son état de base. Donc, la diffusion dépend de la nature de l'atome et de la direction considérée pour la direction de diffusion. Si on a un cristal, on définit un facteur de diffusion, K, K', K la direction dérivée, K'
la direction de diffusion comme étant la somme de tous ces termes-là pour chaque atome du cristal. On fait la somme sur tous les atomes. On montre facilement que ça se factorise en deux nombres. Une somme sur N1, N2, N3, c'est-à-dire sur tout le réseau, de E, de l'exponentielle de I, delta K, fois N1A plus N2B plus N3C, donc les positions des atomes dans le réseau cristallin, fois la somme sur les atomes d'une seule maille de l'atome, F alpha K', puisque ce facteur dépend de la nature de l'atome et qu'une maille peut être composée de différents atomes, un peu comme dans le chlorure de sodium, le sel de cuisine, où on a des sodiums et des chlores, fois E exposant I delta K R alpha. Ce facteur-là est noté FR, facteur dû au réseau, et celui-là, FM, facteur dû à la maille. Alors regardons celui pour le réseau, qui est le plus intéressant. Celui-ci se décompose en trois produits, en un produit de trois facteurs, somme sur N1 de l'exponentielle delta K N1 à R, delta K de I N1 delta K fois A, fois le même pour N2 et N3, bien entendu. Alors, ça c'est une somme de nombreux termes sinusoïdaux avec une phase donnée par ceci. Alors on vérifie facilement que si delta K fois A est égal à 2pi fois un certain entier, on va noter H1, alors la somme est non nulle. Par contre, si ce n'est pas un nombre entier, alors en multipliant par les différentes valeurs de N1, on a toutes les phases qui apparaissent dans la somme, et globalement, la somme finit par donner 0, parce qu'on trouve toutes les phases et leur opposé. Et donc la somme à ce moment-là est environ égale à 0. Donc le produit, le terme, sera non nul si delta K fois A est égal à 2pi fois H1. On en déduit, avec quelques calculs vectoriels, que delta K doit prendre la forme H1 fois grand A, plus H2, à nos produits bien sûr aussi, fois grand B, fois plus H3 fois grand C, avec les trois vecteurs A, grand A, grand B, grand C, grand A qui est donné par exemple par 2pi divisé par le volume d'une maille fois B croix C, donc le produit vectoriel. Et des relations analogues pour les deux autres. Pour prendre un exemple, si, à deux dimensions, si on a une maille avec deux vecteurs A et B comme ceci, alors les vecteurs grand A seront donnés par les perpendiculaires, grand A et grand B. Donc on a deux nouveaux vecteurs à deux dimensions, ou trois nouveaux vecteurs, qui définissent un nouveau réseau, et ce réseau est appelé le réseau réciproque du réseau cristallin. Et delta K, qui sont donc les directions dans lesquelles est diffusée l'onde, du moins dans les directions dans lesquelles l'onde diffusée est non nulle, après avoir fait la somme, est donnée par
cette simple considération géométrique donnée par le réseau réciproque. Les directions de diffusion se font uniquement dans les directions des axes de ce réseau, donné par grand A, grand B, grand C, et les nombres entiers H1, H2, H3. Une manière plus intuitive, alors ça c'est pour le facteur de réseau, il y a aussi le facteur de maille. Ici, a priori, toutes les intensités sont les mêmes pour toutes les directions permises, mais le facteur de maille, lui, va donner l'intensité de diffusion selon les directions. Et cela dépend essentiellement de la nature des atomes qui composent la maille. Une manière plus intuitive de voir cette diffusion, c'est de considérer ce qu'on appelle la condition de Bragg. En considérant un cristal qui est composé de plans atomiques, espacés d'une distance petit d. Considérons maintenant une onde plane qui arrive sur le cristal avec un angle θ. Alors, elle va être diffusée selon les lois de la réflexion avec aussi un angle θ. Dans l'autre sens. On l'avait vu ça dans les lois sur la réflexion, il y a déjà un bon bout de temps au début. Chaque onde est légèrement déphasée, et si l'angle ici n'est pas θ, tous les déphasages sont légèrement différents, et la somme totale fait 0. Ce n'est que si l'angle est égal que les phases sont égales. Mais ici, on a en plus le fait que l'onde n'est pas diffusée à toutes les hauteurs possibles, mais seulement par les plans réticulaires, les plans des atomes. Et on montre alors que le résultat est non nul uniquement si la condition de Bragg est respectée. C'est-à-dire si 2D, 2 fois D, fois sinus θ est égal à un certain nombre entier, n, de longueur d'onde. C'est souvent une relation beaucoup plus pratique. Et on peut montrer que, à part quelques calculs, que donner cette condition est équivalente à donner les différences de direction delta K par le réseau réciproque. C'est donc totalement équivalent. Alors, supposons que vous vouliez étudier un cristal et vous envoyez des rayons X dessus. A priori, vous avez un petit morceau de cristal. L'apparence extérieure n'est même pas nécessairement régulière. Il peut avoir des bords irréguliers. Et il y aura réflexion, diffusion, uniquement si la condition de Bragg est respectée pour l'angle. Avec une orientation quelconque, on aura un angle quelconque. Il y a toutes les chances que cette condition ne soit pas respectée. Et donc, le cristal sera opaque au rayon X. Il n'y aura pas de diffusion. Opaque ou transparent. Mais en tout cas, il n'y aura pas cette diffusion des rayons X. C'est pourquoi, en pratique, les physiciens utilisent souvent la méthode du cristal tournant, c'est-à-dire que le cristal qu'ils emploient là-dedans face aux rayons X, ils le font tourner dans l'espace de façon à ce que l'angle varie et à certains moments tombe sur un des angles autorisés par la condition de Bragg. Ce qu'on fait aussi parfois, c'est travailler avec des polycristaux, comme les métaux, ou des poudres de cristaux. Donc le cristal est broyé, réduit en poudre, et on a alors affaire à de très très nombreux petits cristaux orientés de toutes les manières. Et dans le tas, certains ont le bon angle et respectent la condition de Bragg. Ce qui permet alors d'avoir une image de la diffusion. Il est assez étonnant qu'on étudie la structure du cristal en le broyant de façon à ce qu'il soit orienté n'importe comment.
On envoie donc des rayons X sur le cristal, que ce soit un cristal tournant ou une poudre. Les rayons X sont diffusés, enregistrés sur une plaque photosensible, que ce soit une plaque photographique ou une plaque avec des capteurs, et on observe des points qui correspondent aux angles θ autorisés par la condition de Bragg. On obtient des points sur la plaque qui vont être répartis régulièrement avec une structure géométrique et un réseau carré, un réseau hexagonal, etc. Et à partir de cette structure des points sur la plaque, on en déduit la forme du réseau réciproque. Et donc, en faisant le calcul inverse, on retrouve la forme du cristal. On peut donc en déduire sa structure cristalline. De plus, les intensités des différents points sont reliées au facteur de maille et donnent donc des informations sur la nature des atomes qui composent les mailles du cristal. C'est donc une méthode très utile. Alors, on emploie ça avec des tonnes de cristaux, souvent par exemple en métallurgie, pour étudier les structures cristallines. Alors, pour donner quelques exemples un peu plus extrêmes ou un peu plus modernes, dans un exemple moderne, c'est l'étude des supraconducteurs haute température. On fabrique des céramiques. Actuellement, on est toujours en train d'essayer de comprendre comment fonctionnent ces supraconducteurs haute température, puisqu'ils désobéissent à la loi classique des supraconducteurs. On a beaucoup progressé, mais il faut non seulement étudier les propriétés de cette supraconductivité, mais étudier le matériau qu'on a synthétisé, une céramique. Il faut étudier sa structure cristalline dont dépendent fortement les propriétés physiques. Et donc on utilise ce genre de technique pour étudier la structure cristalline de ces supraconducteurs. Dans une actualité très récente, par exemple, on a battu le record de température avec une température, si ma mémoire est bonne, de l'ordre de moins 15 degrés. C'est une très haute température, hein. Moins 15 degrés, c'est ce qu'on peut avoir par un hiver un peu frisquet. Je vous rappelle ici que j'habite en Belgique, hein, donc on a parfois des températures nettement plus basses que ce que vous pourriez observer si vous habitez Toulouse, par exemple. Hein. Actuellement, il fait environ moins 2 ou moins 3 à l'extérieur. Donc, par moins 15 degrés, un supraconducteur. Alors, c'est de l'hydrure de lantane, si je me souviens bien, et dans des conditions quand même un peu extrêmes, parce qu'il était soumis à une pression de 2 millions d'atmosphères. Donc ça, c'était énorme. Mais c'est un progrès quand même considérable. Alors, il est certain que les physiciens qui ont fait cette étude ont étudié la structure cristalline que prenait l'hydrure de lantane dans ces conditions particulièrement extrêmes. Et ils ont employé ce genre de technique. Un autre exemple, plus ancien, un peu plus d'un demi-siècle, ça a été la découverte de la structure de l'ADN. L'ADN, on commençait à beaucoup soupçonner son importance en génétique. On avait pu déterminer que il devait certainement transmettre les patrimoines héréditaires des cellules. On ne comprenait pas trop bien pourquoi à l'époque, comment il faisait pour faire ça, comment l'ADN fonctionnait, et on ne connaissait même pas la structure exacte de l'ADN. Hein, cette fameuse structure en double hélice que vous avez forcément vue quelque part. Et à l'époque, Rosalind, Crick et Watson se sont penchés sur le problème, et Rosalind a pu cristalliser l'ADN et obtenir des images par diffraction extrêmement précises. Alors, c'est un cas compliqué parce que l'ADN n'est pas une molécule simple, c'est une molécule énorme, et donc ça donne des structures cristallines composées d'un très très grand nombre d'atomes, donc ce ne sont pas des structures cristallines élémentaires. Hein. Elles sont infiniment plus complexes que le sel de cuisine. Et Crick et Watson, à partir de ces images
de très bonne qualité qui avaient pu être réalisés ont pu déterminer la structure en double hélice de l'ADN, ce qui a ouvert la porte à la compréhension de la façon dont l'ADN faisait pour se reproduire et pour être traduit sous forme de protéines. Ils ont eu le prix Nobel, alors petite injustice, Rosaline ne l'a pas eu, et c'est quand même grâce à ces clichés de qualité exceptionnelle que la découverte a pu être faite. Les deux seuls à avoir reçu le prix Nobel sont Crick et Watson. Un autre exemple, un peu exotique, c'est l'ordre des réseaux. Alors je vous rappelle que le pavage de plantes ne peut se faire qu'avec des ordres 2, 3, 4, 6, et c'est tout. On ne peut pas paver le plan avec des pentagones. Vous vous rappelez, quand on a classé les cristaux, c'est une information que je vous avais donnée. Quelle ne fut pas la surprise de physiciens? Alors, cette structure, évidemment, se reflète dans l'organisation des points qui apparaissent dans une telle image. Pour un matériau non cristallin, on obtient une image complètement brouillée. Il n'y a pas de direction privilégiée. Par exemple, du verre. Le verre est amorphe, il ne donne aucune image de ce type. Seules les structures cristallines donnent une structure de ce type. Et elles donnaient toujours des structures sous forme carrée, triangulaire, hexagonale, et jamais de pentagone. Quelle ne fut donc pas la surprise des physiciens, un jour, où ils étudiaient un minéral assez rare, excusez-moi, je ne connais pas de tête le nom de ce minéral, c'était un minéral naturel, pas synthétique. Ils prirent l'image, il y a déjà quelques décennies de cela, et surprise, les points étaient organisés en formant des pentagones. C'était une hérésie. Impossible. On ne peut pas paver le plan avec des pentagones, ça laisse des trous. On ne peut pas avoir de structure régulière avec des pentagones. La recherche permit alors de retrouver d'autres exemples de ce type de symétrie interdite observée dans des cristaux. On élabora alors la théorie, c'est Penrose, Roger Penrose, qui est célèbre à plusieurs titres, qui a élaboré la théorie dite des quasi-cristaux. Il a montré que il était possible de paver le plan avec certaines formes régulières. Il en faut toujours au moins 2 différentes. Et en les emboîtant, on obtient une structure répétitive, mais pas tout à fait. Il y a de temps en temps des petits changements. Et on remplit complètement le plan sans laisser de trous. Et si on regarde globalement la structure, on voit des pentagones. Alors c'est pas régulier. Un petit pentagone, un grand pentagone. Ces structures, dites apériodiques, ne sont jamais strictement périodiques, jamais totalement répétitives. C'est ce qu'on appelle les quasi-cristaux, qui ont beaucoup été étudiés depuis, qui ont des propriétés physiques parfois fort intéressantes. Et on ne les aurait peut-être jamais découverts sans cette technique. Voilà, alors dans la prochaine vidéo, nous allons étudier les vibrations des cristaux. Et nous parlerons des phonons. Alors attention, pas les photons, mais bien les phonons. Je vous remercie.